enregistré pour permettre à tout le monde de le visionner de nouveau. Donc, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous ce midi. Bon appétit à tous ceux qui lunchent avec nous aujourd'hui. Donc, webinaire qui va être dédié aux modes de financement alternatifs ou un petit peu innovants, à des modes de financement dont on est moins habitué. Donc, pour ce webinaire, hosté par Agoralliance, l'incubateur des entrepreneurs venus d'ailleurs, on va accueillir ce midi Christine. Bonjour Christine. Bonjour, enchantée. Merci d'être avec nous. Christine est directrice au financement chaîne d'approvisionnement chez Banque Nationale. Elle est franco-canadienne. Elle a travaillé dans le domaine bancaire depuis les 20 et quelques dernières années, donc chez BNP Paribas en Europe et ici. Et maintenant chez Banque Nationale, elle va nous parler essentiellement d'affacturage ce midi. Juliane, bonjour. Bonjour, bonjour. Même chose, merci beaucoup d'avoir répondu à l'appel. Juliane est fondateur de Hustle Bloom, une sorte de boutique banking. Juliane est canado-roumain. Il est un ancien banquier, connaît très très bien le domaine de la banque, a travaillé pour plusieurs institutions à différents postes également. Donc, il va commencer par nous introduire un petit peu le topo général de l'écosystème de financement. Et pour boucler la boucle, on a Julien qui est avec nous ce matin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Julien est conseiller en fiscalité et en innovation chez Emergex. Il va pouvoir nous amener l'approche et nous parler un peu plus des crédits d'impôt et notamment des crédits R&D. Donc, ce que je vous propose, sur la slide suivante, on va vous montrer un petit peu le déroulé global du webinaire. Donc, tour d'horizon, comme je le disais avec Juliane, pour mettre un petit peu la table. Et ensuite, on zoome vraiment sur deux solutions qui nous paraissent moins connues ou moins utilisées par les entrepreneurs habituellement, à la fois l'affacturage et les crédits R&D. Ce que je propose, c'est qu'on garde nos questions pour la fin. On a gardé une période de libre pour répondre à toutes les questions plutôt à la fin. Donc, n'hésitez pas à les noter ou même à les écrire directement sur le chat. On va les reprendre dès la fin de la présentation de Julien qui va clôturer les présentations. Donc, si ça va à tout le monde comme ça, on va pouvoir partir. J'entends encore des gens qui se joignent à nous. Bienvenue à tout le monde. Merci d'être avec nous ce midi. Et on commence avec la partie de Juliane. Donc, on peut y aller. Donc, Juliane qui va rentrer directement dans le vif du sujet pour nous expliquer un petit peu, essayer de nous faire passer du côté du banquier finalement. Comment notre banquier fonctionne, comment notre banquier pense. Et puis aussi, comme chez Agoralliance, on travaille beaucoup avec des entrepreneurs venus d'ailleurs. Il y a aussi tout un aspect culturel à la façon dont fonctionne le système bancaire, le système de financement, qui n'est pas arrivé au Canada en comprenant à moitié qu'est-ce qu'une cote de crédit ou comment utiliser sa carte de crédit, pourquoi s'endetter nous aide à finalement gagner des points. Pour plusieurs d'entre nous qui venons d'ailleurs, c'est pas un naturel. Donc, moi, je commencerai avec cette question, Juliane, pour toi, qui est, OK, si je me mets dans les souliers de mon banquier ici et que je veux me chercher du financement, comment mon banquier va penser et comment je dois m'y préparer finalement? En fait, bonjour tout le monde. Merci à Agoralliance pour ce panel. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le domaine bancaire, surtout pour les PME, même quand que et surtout au début, le banquier va évaluer d'un côté qualitatif et quantitatif un dossier. Donc, et surtout en démarrage, si vous êtes en démarrage, le côté qualitatif prend beaucoup d'emphase. Donc, il faut comprendre qu'il faut bien structurer votre présentation. Il faut que vous soyez maître de votre idée. Il faut que vous posez la question, est-ce que c'est le bon moment pour que je me lance dans cette industrie-là? Est-ce que j'ai fait mes études à savoir sur le terrain, est-ce que les liquidités, le financement sont disponibles? Le marché de financement canadien est quand même très liquide. Il s'agit juste de bien se structurer. Ce qu'il faut comprendre, c'est aussi l'aspect qu'il n'y a pas de distinction jusqu'à un certain degré de taille de business entre votre vie personnelle
en tant que gouverneur de vos finances personnelles et ceux de l'entreprise. Il n'y a pas de double personnalité. Votre projet va être évalué aussi sur votre comportement personnel parce qu'il va y avoir un scoring. Donc, si votre cote de crédit personnel, elle est à la baisse ou en dégringolade, ben, il y a des chances que le dossier ne passe pas au crédit parce que ça va indiquer à la banque que, ben, écoute, cette personne-là ne paye pas son câble, ne paye pas l'auto à temps, etc. Ben, en principe, il va gouverner sa business de la même façon. Donc, ça posera problème. Quand je dis le côté qualitatif est très important, donc il s'agit que vous fassiez une présentation qui ne soit pas dans les soixantaines de pages parce que vous n'allez pas faire une émission en bourse, mais bien que ça soit très bien structuré de façon à vous présenter votre parcours, pourquoi vous êtes bon à faire ce que vous allez faire et surtout très important, je le vois souvent, quand les compagnies sont petites ou en lancement, c'est une game d'équipe. Donc, si vous vous présentez seul pour un beau projet de $1 million, ben, ils vont vous poser la question, vous et qui d'autre? Donc, ça, c'est super important. Le leverage ou l'emprunt bancaire, comme je vous disais, au Canada, est quand même très disponible. Et contrairement à ce qu'un de mes amis français entrepreneurs m'avait dit, il dit, Julien, il dit, moi, dans ma tête à moi, la banque, c'est le diable. Alors, je dis, ben non, en fait, ici, la banque va être ton partenaire. La banque va être prête à te financer. Tu ne seras pas nécessairement obligé de te diluer, mais il faut que tu comprennes que la banque restera un bon partenaire de route, mais ça reste que c'est un créancier. Ce n'est pas un investisseur. Donc, c'est un mindset qui est très différent. Et ça, il faut le comprendre. Donc, il faut bien se structurer, il faut faire ses études de marché, il faut avoir son profil à jour, il faut avoir une belle présentation. C'est super important. Le côté qualitatif, il faut bien entendu s'accompagner des bonnes personnes et de la bonne structure. Donc, si vous n'avez pas les moyens de vous payer un contrôleur interne à temps plein, ben, de minimum, il faut que vous ayez une entente avec une boîte comptable qui vous fera des projections financières qui vont tenir la route, surtout maintenant en temps de pandémie. Parce que ça, c'est même pas pour la banque nécessairement. En fait, moi, j'appelle le banquier comme un médecin de famille. C'est un examen de santé de votre projet, puis lui, il n'embarquera pas dans un projet qui va couler. Et ben, vous non plus, vous ne devrez pas le Non faire. plus, Donc, vous on ne veut préparez pas à embarquer. l'avance. Ben, c'est ça. Donc, il faut se préparer à l'avance et comprendre exactement. Tu sais, je dirais, j'ai quelqu'un qui m'a contacté l'autre jour, puis il dit, écoute, je suis en train de penser à me lancer un restaurant. Je dis, écoute, c'est comme pas vraiment le moment de se lancer dans la restauration. Tu sais, peut-être Effectivement. attends une pause parce que si tu le fais, tu peux le faire tout cash. Mais si tu t'en vas aller à une banque, tu es mieux d'être solide, tu es mieux d'avoir un bon patrimoine personnel, tu es mieux d'avoir des liquidités disponibles parce que la banque, elle va se positionner à dire, ben, écoute, est-ce que j'ai le cash pour supporter, faire un cash down maintenant et en passant la mise de fonds augmentée? Est-ce que j'ai le cash pour soutenir les opérations? Et est-ce que j'ai encore le cash après avoir lancé la business? Est-ce que j'ai encore de l'argent pour supporter l'entreprise si jamais il y a des pépins? Parce que la banque ne veut pas se ramasser toute seule là-dedans. C'est sûr qu'il y a des industries qui vont être plus particulièrement attrayantes pour certaines banques. Donc, ça, il s'agit de bien faire ses études de ce point de vue-là. C'est sûr que si vous allez à l'international, ben, il y a des incontournables que vous devriez voir, comme par exemple les gens de chez EDC, des gens de chez Investissement Québec. Dans tout moment de la business, mais surtout au début, les gens de la BDC travaillent très souvent avec les banques à charte et les banques à charte aiment avoir des partenaires comme la BDC, Investissement Québec, Export Développement Canada, dans le portrait. Ça les sécurise, ça les rassure. Ça démontre aussi une certaine maturité de l'entrepreneur et de l'entreprise d'être capable d'agencer ces choses-là ensemble. Donc, ça, Donc, c'est… si je peux résumer ce que tu es en train de nous dire, Juliane, c'est il faut se préparer. Donc, ce que j'entends dans ce que tu mentionnes, c'est vraiment la notion de se poser nous-mêmes les bonnes questions Oui, parce que oui, le banquier va nous poser des questions et il faut à la fois être prêt à y répondre, mais aussi de se poser les bonnes questions. oui. D'abord, en tant qu'entrepreneur, aide aussi peut-être à bien s'orienter vers les bonnes institutions. Tu mentionnais des projets d'export, aller vers tel et tel acteur ou des industries qui vont être plus favorisées dans certaines banques qui auront l'appétit pour ces projets-là. Donc, je pense vraiment le côté de la préparation est soit de la faire seule ou soit d'être accompagné pour la faire si on est moins familier avec l'écosystème ici.
Et puis le deuxième volet que j'entends, c'est aussi cette notion d'architecture du financement. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'aller voir une seule banque ou une seule solution de financement. Est-ce que c'est ça que tu voulais dire aussi par… Ben, oui, en fait, c'est que la structure de financement va aider à faire lever le projet. Il y a un appétit qu'une banque va avoir et l'autre va être complété par l'autre. Il y a une question de partage de risque, admettons, avec des institutionnels de l'État. Et il s'agit, juste pour faire un retour sur le point tantôt, il s'agit de… C'est sûr qu'on est tous, ben en fait, même moi en tant qu'entrepreneur, je suis passionné, je suis drivé, mais après ça, il y a une espèce de reality check que ben, il faut que tu te le poses parce que sinon, ben, la banque va te le poser. Puis ce n'est pas personnel. Ce n'est pas une question de personnel, c'est qu'ils vont quantifier ça, ils vont voir, il faut que vous vendez votre idée d'un côté, il faut aussi que vous soyez réaliste. Mais dans l'agencement, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a différents véhicules d'emprunt pour différents besoins. Et les termes et conditions, l'amortissement va varier selon ce que tu as besoin. Et si tu as besoin, tu ne peux pas partir d'une business ou être en opération si tu n'as pas des structures de financement pour couvrir ton court terme. C'est-à-dire, à un moment donné, peut-être tu peux faire croître jusqu'à, je ne sais pas moi, un demi-million, $1 million sur des liquidités propres et une petite carte de crédit. Mais à un moment donné, si tu ne te mets pas ces structures-là financières, ben, tu ne pourras pas aller plus loin. Et il ne faudrait pas se rendre à la banque et que ce soit ton premier emprunt soit d'1 million de dollars parce que la banque va se dire, ben, qu'est-ce qu'il en sait, lui ou elle, de comment gérer une marge de crédit d'1 million? En fait, c'est de Sachant qu'il n'a bâtir… pas eu la Oui, marge ben à oui, 50 il n'a pas, 000, il n'y a comme pas eu tu la marge à dis. 50 000, il n'y a pas eu la marge à 150 000, à 200 000. Et n'oubliez pas, il y a une historique de crédit qui vous suit d'un point de vue personnel et il y a aussi une historique de crédit qui vous suit d'un point de vue d'entreprise. Et ça fait partie du qualitatif. Est-ce qu'il sait emprunter? Et s'il a su emprunter, est-ce que c'est la bonne structure? C'est pour ça que je fais un topo. Il y a bien plus de types de prêts que ceux que j'ai nommés ici. Mais ce qu'on voit, c'est dans les agencements, c'est qu'on regarde des prêts de trésorerie faits par un IQ ou par une BDC qui va accompagner la marge de crédit d'opération. Après ça, on doit avoir des cartes de crédit corporatives pour les petites dépenses courantes, mais ça, c'est le court terme. On peut tomber dans du financement de crédit d'impôt, puis on en discutera tantôt avec Julien, ou de la facturage. Donc ça rentre dans le court terme. Après ça, on a le moyen terme, ben, c'est l'équipement. Puis un équipement, ben, il peut se faire financer, amortir sur 6, 7 ou 8 ans, selon le cas et l'appétit et l'industrie. Il y a aussi les améliorations locatives, elles peuvent être sur du 10 ans, ou si on les structure comme du monde, quand on devient propriétaire d'un bâtiment, on peut les inclure dans le prêt qui est le long terme, qui est le prêt immobilier. Et là, l'amortissement, il est sur du long terme. Et tout ça a un impact sur le cash flow et sur les liquidités disponibles de l'entreprise. Donc, il s'agit à l'intérieur des besoins, de définir la structure et l'architecture et après ça, de dire, ben, écoute, le but, ce n'est pas de se gaver parce qu'une banque va toujours regarder les ratios d'endettement versus l'équité. La banque va vouloir que vous ayez, comme on dit, un peu de skin in the game. Puis je l'entends souvent. Là, je veux dire, même si la banque serait capable de vous faire un financement à 100%, à un moment donné, comme je vous disais tantôt, ce n'est pas un investisseur, c'est un prêteur. Donc, si vous n'êtes même pas capable de faire l'effort du minimum du 10 ou du 15% de cash down, ben là, il y a un problème. Ok. Donc, Donc, il faut… si je résume un peu ce que tu dis, Juliane, dans des mots simples, parce qu'il y a certains des participants aujourd'hui qui sont peut-être des entrepreneurs en démarrage aussi. Donc, première chose, comprendre que d'abord, il y a des aspects culturels au domaine de la banque et du financement, qu'on est chanceux au Canada d'avoir un système de financement quand même assez fluide, C'est très assez liquide. accessible, Oui, tout très à fait. liquide. Deuxième chose, qu'il faut se poser les bonnes questions avant même de commencer ces démarches, d'abord pour soi-même, être sûr de se lancer dans un projet qui tient la route, qui fait du sens et qui est bien structuré, parce que de toute façon, si on ne se pose pas ces questions-là, le banquier va nous les poser et il faudra qu'on ait les réponses face à lui. Tout à fait. Et le troisième volet, c'est qu'il n'y a pas que la banque qui peut nous financer, ou il n'y a pas que notre banque qui peut nous financer, donc il faut aussi arrimer et bien comprendre les besoins de financement qu'on a avec les acteurs du terrain et bien trouver les bons acteurs de financement pour les bonnes choses, et que souvent, il y a plusieurs acteurs qui peuvent jouer en équipe, en démarrage ou en croissance. Oui, oui, tout à fait. Puis ces aspects-là c'est du gros bon sens. Donc, tu sais, quand je parlais tantôt des différents types de prêts pour les différents besoins, tu sais,
on se pose la question, c'est-tu pour du court terme, c'est-tu pour du moyen terme, c'est-tu pour du long terme? Comment que j'adresse chacun de ces points-là? Et si vous comprenez ces aspects-là, dans l'agencement qui va se faire, ben, la banque va voir qu'elle a devant elle un partenaire qui, même s'il est novice, il a la tête à la bonne place, puis il comprend. Comme je disais tantôt, le système bancaire canadien est très liquide. Donc, il n'y a pas lieu de se diluer. Je le voyais souvent dans certains cas où des gens ont cédé des parts importantes de leur business pour très peu d'argent. Et cet argent-là aurait pu être contracté sous forme de dette. Et parce que ce que je dis aux clients, je dis l'argent n'est pas toujours stratégique. En fait, l'investisseur peut être stratégique, mais si c'est juste pour du cash, ben, attends de faire croître ta compagnie un peu plus, fais-la croître par de l'emprunt bancaire qui est beaucoup plus sain, et après ça, tu feras une dilution si tu veux aller plus loin. Mais l'agencement de toutes ces choses-là et de surtout utiliser de la logique dans son approche est super importante. Dans les présentations aussi, la façon que vous abordez, donc c'est sûr que si vous arrivez à présenter à une banque un projet qui est bien ficelé, ou est-ce que vous avez pu faire une espèce de pré-discussion avec un ou deux banquiers pour voir, bon, écoute, ou vous faire accompagner par des spécialistes. C'est quoi que j'ai besoin, c'est quoi les documents, vous présentez ça, vous synthétisez. Quand vous arrivez, ben, d'un, il faut que vous soyez présentable. J'ai coaché des jeunes à un moment donné qui étaient en informatique et ils sont présentés en t-shirt et en Bermuda, une rencontre avec moi, puis c'était bien correct. Mais je l'ai dit, quand on va passer à faire les rencontres officielles avec les trois banques qui vont financer, ben, je m'entends à une chemise et de jeans. Parce que sinon, c'est une question de perception. Et comme je vous dis, le qualitatif est super important, c'est la perception. Parce que le banquier, lui, va prendre le dossier, il faut lui vendre et le faire embarquer dans votre projet. Il y a un certain degré de neutralité, mais lui, il va se tourner de bord et il faut qu'il fasse un pitch et qu'il puisse supporter ce pitch-là au département de crédit qui, ultimement, va approuver ou pas le prêt ou peut-être pas dans sa totalité. Et juste comme petite parenthèse pour clore là-dessus, un refus de votre projet n'est pas une mauvaise chose. En fait, c'est un step back qu'on vous invite à faire, de refaire certains devoirs ou de vous préserver de certains malheurs qu'une banque, de par ses connaissances économiques et de ce qu'elle voit dans le marché, va dire, c'est peut-être pas le temps de se lancer dans la restauration en pleine pandémie. Tout à fait. Puis souvent, ce que je vois aussi, c'est que surtout ici au Canada, on a beaucoup le droit à la deuxième chance. C'est-à-dire que c'est jamais un non catégorique, en tout cas rarement un non catégorique. C'est plutôt une invitation à refaire ses devoirs, à raffiner son modèle économique, à raffiner ses études de marché et puis à revenir avec des meilleures préparations. On revient vraiment à ton deuxième point qui était peut-être qu'on ne s'est pas posé toutes les bonnes questions avant d'aller au banquier. Et puis, oui, tout à fait. Puis j'ai des clients qui m'ont dit, j'ai été refusé à la banque. Je dis, pourquoi? Je ne sais pas. Je dis, vous avez manqué la shot. Le nom est super important. J'ai fait des démarches avec des clients et on savait qu'il allait y avoir un nom. Mais on allait tellement préparer le trajet, puisque dans 6 mois, on revenait à la ronde de financement. On avait déjà établi les contacts avec les différents créanciers. On avait un roadmap, on les gardait informés. Et paf, là, on le faisait. Mais encore une fois, il y a différentes méthodes de le faire. Un non n'est pas une mauvaise chose en soi. Et dans l'agencement des financements, il faut adresser, on va parler tantôt avec Julien de crédit d'impôt. Et Christine, c'est ça, pour les crédits d'impôt. Ben, il y a toutes sortes de moyens qui sont super bons, qui sont très disponibles, que les compagnies n'utilisent pas assez. Les entrepreneurs non plus. La facturage est un super moyen d'amener des liquidités dans une compagnie. Et malheureusement, ici au Canada, ce n'est pas quelque chose qui est utilisé autant que ça devrait être. C'est beaucoup plus facile de l'utiliser, c'est beaucoup plus commun en Europe. Le crédit d'impôt, c'est super avoir du crédit d'impôt, mais les banques ont un appétit même à financer le crédit d'impôt. Donc, sachant que vous avez été approuvé pour votre crédit d'impôt, ramenez les liquidités dans la compagnie, vous pouvez établir des cédules de paiement et toutes ces choses-là sont disponibles. Il s'agit juste, encore une fois, d'avoir les bonnes discussions, de se poser les questions et de creuser ce genre. C'est sûr qu'il y a une question d'éducation que vous devez être continuellement à l'affût et de vous garder.
Tout à fait. Merci Juliane pour le topo parce que ça fait exactement le lien avec la suite de notre webinaire et je pense que c'est aussi pour ça que vous êtes tous là ce midi. C'est pour vous informer, comprendre, décortiquer. Certains ont déjà reçu du financement et d'autres en sont à leur première démarche. Mais effectivement, l'idée aujourd'hui, c'est de zoomer sur deux solutions qui sont peut-être moins habituelles, moins connues. Et tout ce que nous a présenté Juliane, c'est le contexte. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance au Québec, au Canada, d'aller chercher une marge de crédit, d'aller chercher un prêt à terme, de financer notre équipement. Mais il y a des solutions pour certains domaines d'affaires ou certaines phases de l'entreprise qui peuvent être vraiment, vraiment gagnantes. Et puis, c'est là que je passerai la balle et que j'introduirai Christine pour notre discussion sur l'affacturage. L'affacturage, beaucoup d'entrepreneurs que moi j'ai croisés dans mon parcours ne connaissent même pas nécessairement le nom. Et c'est normal parce qu'on le voit très peu dans les montages financiers. Mais Christine, qu'est-ce que l'affacturage? Puis pourquoi on n'en parle pas plus que ça au Canada versus la marge de crédit? Très bien, merci Coralie. Effectivement, donc, comme le disait Juliane, l'affacturage est peu connu en Amérique du Nord. Je pense que la raison principale est la façon de financer son court terme ici versus ce qui est fait en Europe. Ici, les clients, dès qu'il s'agit effectivement, ou les entreprises, et qu'elles souhaitent financer leur entreprise au niveau du court terme, elles vont aller vers la marge de crédit. La marge de crédit, c'est quoi? C'est en fin de compte donner ses recevables en garantie en échange d'un niveau de découvert qui est utilisable. C'est vrai qu'en ce sens, l'affacturage peut, si on ne va pas dans le détail, être un petit peu en concurrence ou cannibaliser les marges de crédit, alors qu'en fin de compte, c'est très différent. C'est différent pourquoi? Parce qu'en fin de compte, l'affacturage, contrairement à une marge de crédit où les recevables sont donnés en garantie, l'affacturage, c'est vraiment une cession d'actifs. C'est-à-dire que l'entreprise va décider de céder vraiment les recevables et les factures qu'elle détient sur ses propres clients. Donc, l'approche est finalement fondamentalement très différente parce que la banque devient propriétaire ou la société d'affacturage devient propriétaire du recevable. Donc, ça, c'est très important. Ce qui différencie aussi l'affacturage de la marge de crédit, c'est que très peu d'entreprises en Amérique du Nord assurent leurs recevables. Et ça, c'est aussi, d'autant plus dans la période actuelle, quelque chose qui est très important, c'est que quand on a recours à l'affacturage, on a non seulement l'accès au financement, mais à la garantie en cas d'insolvabilité de ses clients. Donc, ça veut dire qu'à l'échéance, si entre le moment où on a facturé et puis le moment où on doit recevoir l'argent, l'entreprise s'est couchée, eh bien, l'affacturage donne la garantie d'insolvabilité. Donc, on est quand même payé. Est-ce que ce que tu veux dire, Christine, c'est que si je vends mes comptes clients, donc c'est-à-dire j'ai facturé pour 100 000 $ cette année à différents clients, je vends à la banque ou à la compagnie d'affacturage ces recevables-là, que le client paye à la fin ou non, c'est finalement la banque ou ma compagnie d'affacturage qui prend ce risque? Exactement, exactement. Alors, en tout cas, au niveau de la Banque nationale, c'est ce qui est offert. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le marché en Amérique du Nord de la facturage, c'est peu de banques interviennent aujourd'hui. Il y a la Banque nationale qui est le leader, mais il y a aussi Desjardins et puis certaines autres banques étrangères qui commencent à proposer, mais plutôt pour des grosses entreprises. Pour, je dirais, les plus petits montants et les plus petits dossiers, il y a énormément de sociétés privées d'affacturage qui sont présentes, dont certaines sont très efficaces et sont très établies et ont des propositions très intéressantes. Mais effectivement, l'avantage, c'est qu'il y a cette garantie qui est donnée. Si l'entreprise a déjà été sécuritaire et a pris un contrat d'assurance, ça n'empêche pas qu'on peut garder le contrat d'assurance en place et à ce moment-là, on ne fait que le financement. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas de contrat d'assurance en place, la banque offre en plus du financement cette garantie. Cette solution. Ok, donc ça peut Exactement. être vraiment intéressant pour
finalement avoir des liquidités plus tôt, surtout dans des contextes où on sait que le client peut prendre plus de temps en fait, à payer, et donc c'est pour avoir les liquidités plus tôt que d'attendre l'échéance du paiement de la facture. Et justement, dans ce sens-là, est-ce qu'il y a des industries ou des phases d'entreprise, démarrage versus croissance, ou des industries, quand on parle de chaîne d'approvisionnement notamment, qui sont plus propices en fait à utiliser la facturage comme moyen de financement, ou ça peut même toucher toutes les entreprises? Absolument. Ben, en fin de compte, alors la facturage est vraiment comme ça l'était à l'époque en Europe, un moyen un peu quand les banques disent non, justement. En fin de compte, l'intérêt de la facturage, c'est si vous êtes une jeune entreprise qui n'avait pas encore la solidité financière qui peut donner l'appétit aux banques de commencer à travailler avec vous, mais que par contre, vous avez des recevables sur des entreprises qui sont très solides. Vous pouvez être une petite entreprise et puis avoir négocié des très beaux contrats avec des Costco, des Walmart ou dans d'autres industries. Et à ce moment-là, ce que va regarder la société d'affacturage, c'est pas tant votre solidité financière, mais plutôt ce qu'elle va acheter, la qualité de ce qu'elle achète. Donc la c'est vrai solidité que financière des clients finalement. Exactement, exactement. Donc, c'est vrai que si vous êtes en démarrage ou encore en petite structure, et puis par contre, vous avez de très beaux clients, à ce moment-là, c'est ça qui va être regardé parce que la banque ou la société d'affacturage, elle, ce qu'elle va voir, c'est ce qu'elle achète. Comme on achète une voiture, est-ce que la voiture est en bon état? Est-ce qu'elle va durer longtemps? Voilà. Donc, c'est ça qui est regardé. Donc, c'est vrai que ça peut être un indice intéressant. Les sociétés qui sont aussi en croissance, ça c'est très intéressant parce que toutes les sociétés qui connaissent des croissances exponentielles, l'avantage de la facturage, c'est que dès que la facture est émise, et puis ça on le voit là, justement dans le schéma qui est affiché, c'est que le principe c'est que dès que vous facturez, vous transmettez votre facture à la banque ou à la société d'affacturage qui va immédiatement vous donner le financement moins les intérêts et puis qui va prendre en charge à l'échéance de vos factures le recouvrement des dites créances. Donc, c'est vrai que c'est aussi une façon d'externaliser. C'est le troisième volet qui différencie de la marge de crédit. C'est que pour les sociétés qui sont en démarrage ou en croissance, on sait bien la problématique qu'il y a. On n'a pas le temps d'avoir un directeur financier, un RH et tout ça. Donc, le fait de déléguer la gestion de son poste client, c'est une façon aussi d'optimiser son temps en interne avec les moyens du bord. Et donc, c'est ça, c'est que la banque prend aussi en charge, ou la société d'affacturage va prendre en charge le recouvrement des créances à l'échéance. Donc, ça permet de faire rentrer l'argent plus facilement, d'optimiser aussi les frais de financement. Donc, c'est vraiment gagnant pour les sociétés en croissance. Il y a certaines industries, en fin de compte, ce qui est important pour les trois mots-clés pour la facturage et pour savoir si on est éligible à la facturage en termes d'actifs que l'on va vendre, c'est le fait que la facture soit certaine. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas sur… c'est comme quand on achète, encore une fois, je prends l'exemple de la voiture, il faut que la voiture, elle soit utilisable et finie le jour où on l'achète, elle n'est pas en construction. Donc, il faut vraiment que ce soit un service ou une marchandise qui soit livrée, que ce soit des contrats terminés. Tout ce qui est en progrès, en processus, où tout peut être mis en question, là, définitivement, ce n'est pas la facturage qui est requis à ce moment-là. Donc, il y a le côté certain, il y a le côté liquide, c'est-à-dire qu'effectivement, le montant qui est vendu, c'est le montant qui va être perçu à la fin. Dès que on prenait l'exemple là tout à l'heure des Costco, des Walmart et tout ça, on sait que c'est des gens qui appliquent souvent des dilutions, il y a des rabais, il y a des choses comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est pris en compte parce que ce qui est important, c'est que on finance à la vraie valeur de la facture.
Il faut que le montant vraiment qu'on achète soit vraiment le montant qui soit réglé à l'échéance de la facture. Et exigible, c'est ça, c'est le côté vraiment, c'est la troisième mot-clé de la facturage, c'est qu'il n'y ait rien qui puisse remettre en question le paiement de cette facture à son échéance. Donc, c'est vrai que dès qu'il y a des questions de litige ou Oui. là, la société d'affacturage ou la banque n'intervient pas dans la relation commerciale et va vouloir revendre la facture pour que l'entreprise gère son litige avec son client. C'est vraiment, vraiment une solution super intéressante. Puis vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat parce que je pense très méconnue ici. Puis pour voir beaucoup de contextes de croissance, je vois des entrepreneurs parfois qui refusent des contrats parce que, on le sait tous, entre le moment où je prends la commande de mon client et où je me figure le staff qui va devoir travailler sur cette commande, l'achat de matières premières pour cette commande, les produits en cours et tout le processus, et que je me dis mon client va me payer seulement dans X mois parce que je vais lui livrer le produit dans tant de temps. C'est vraiment, vraiment une solution intéressante pour des entreprises justement en croissance parce que ça peut finalement donner les liquidités aujourd'hui pour se donner de la marge de manœuvre à produire finalement, par exemple. Exactement. Et puis, dans les temps qui courent, ce qui se passe aussi, c'est que, et malheureusement, je pense que c'est ce qu'on va voir beaucoup dans l'année qui arrive, là, il va y avoir une demande de rallongement des délais de paiement. Toutes les entreprises, là, les subventions et les aides vont commencer à tomber. Il va y avoir besoin de financer ce fonds de roulement. Donc, les gens vont étirer des deux côtés, que ce soit sur le poste fournisseur ou sur le poste client. Et l'avantage de la facturage, c'est que justement, on peut aller… à partir du moment où on est confortable avec l'actif qu'on achète, on peut aller jusqu'à 180 jours de financement. Ce qui fait que ça permet aussi soit de maintenir une relation avec un client ou un fournisseur, parce que la facturage, c'est aussi le financement des payables. Ça permet de négocier des escomptes, ça peut permettre de favoriser un fournisseur privilégié qu'on sait on ne peut pas se passer parce qu'on en a besoin pour sa propre production. Ce qui fait que les marges de crédit, elles, ont mis des critères quand même d'intervention. Passer un certain délai de paiement, elles sortent les recevables du calcul de la margination. Exact. Ce qui fait qu'à ce moment-là, la facturage à nouveau devient intéressant parce qu'on peut, encore une fois, si on est confortable, aller au-delà des termes de paiement habituels qui sont en vigueur. 60 ou 90 jours habituellement. Et puis on rejoint ce que disait Juliane, à dire c'est pas forcément une solution versus une autre, mais c'est souvent un écosystème de solutions de financement qui font le succès d'une entreprise, ou même des fois pas le succès, mais le passage d'une entreprise dans un moment plus difficile, ou au contraire dans un moment de forte croissance, mais qui rend la vie difficile aux liquidités. Merci beaucoup Christine pour cet éclairage. Juste une dernière petite chose qui peut être intéressante, c'est que ça peut même aider dans la négociation d'un contrat. Parce que en fonction de si par exemple demain vous avez un nouveau contrat qui arrive, si vous pensez à la facturage en amont, vous pouvez l'intégrer dans vos coûts aussi, ce qui fait que ça vous donne cette latitude d'intervention. Donc plus c'est paiement par exemple à notre client, qui peut être ou même exactement, puis intégrer les coûts de la facturage finalement à son client parce qu'on sait qu'on va lui donner, c'est ça. Donc, super intéressant, oui. Ben, merci beaucoup Christine, et puis on a quelques questions, on va les garder pour la fin. Merci. Toujours dans cette idée de portrait un peu plus global et puis de mixer les solutions, on s'en va dans une autre sphère qui est le côté des crédits d'impôt. Alors, on va zoomer un peu plus sur les crédits d'impôt recherche et développement, mais il y a plusieurs sortes de crédits d'impôt, on va également en toucher un mot. Alors, Julien, pour commencer, peut-être, qu'est-ce que les crédits d'impôt, et spécifiquement au Canada? Parce que alors là, pour le coup, c'est aussi une solution quand même très géolocalisée, au sens où chaque nation, évidemment, a sa façon de gérer les crédits d'impôt et les priorités à ce niveau-là. Alors, comment ça se passe ici au Québec et au Canada?
Merci Coralie. Puis tout à fait, tu l'as très bien dit, c'est que les crédits d'impôt, donc c'est d'abord un incitatif international qui est en œuvre dans beaucoup de pays de manière différente. Je vous dirais que par exemple, pour vous donner un titre d'exemple, en Europe et en France, c'est vraiment un retour d'impôt sur une partie du précompte professionnel qui a été prélevé sur le salaire des employés. Ici, au Canada, c'est vraiment l'incitatif le plus généreux au monde que vous aurez en termes de crédit d'impôt. Vous pouvez récupérer jusqu'à 70% du salaire brut de vos salariés. Donc, quand on parle de crédit d'impôt, ça veut vraiment à la base dire retour d'impôt, mais ici on est concrètement plus dans un retour de salaire brut, ce qui est encore un petit peu différent. Donc, les termes sont pas toujours exacts, mais vous pouvez aussi parfois recevoir un retour d'impôt qui est vraiment non remboursable en termes de cash, mais vous allez recevoir une déductibilité d'impôt. On parle de crédit d'impôt RSC2. Donc, RSC2, c'est recherche scientifique et développement expérimental. Il faut surtout pas s'arrêter à cette définition dans le sens où c'est extrêmement large. On aura tous une définition différente de la recherche et développement. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est la définition de l'État, qui est basée sur 3 critères que je vais rapidement expliquer après, mais qui permet en fait de faire rentrer énormément de projets dans ces crédits d'impôt. On pense à des laborantins, souvent quand on parle de recherche et développement, mais ça peut vraiment prendre tout et n'importe quoi. Le projet en tant que tel ne doit pas forcément être lui-même innovant, c'est vraiment plus dans les moyens que vous allez mettre en œuvre pour pouvoir arriver à rejoindre votre objectif. Alors, comme je le disais, c'est un incitatif fiscal qui existe depuis à peu près 25 ans. Le budget au Canada est d'à peu près 3,5 milliards, mais il n'y a pas de limite de budget. Jamais ils ne vous diront on n'aura pas assez d'argent pour pouvoir vous rembourser vos crédits d'impôt. Et c'est vraiment le but, c'est vraiment de pouvoir d'attirer, non seulement de permettre une bonne compétitivité entre les entreprises, d'attirer aussi des investisseurs étrangers, mais vraiment de stimuler l'économie et justement la création d'emplois au sein des entreprises. Le but, c'est vraiment de pouvoir, lorsque vous avez un projet donc de recherche et développement, de valoriser ce projet, de démontrer qu'il s'agit bien de la recherche et développement auprès de l'État, et puis alors de récupérer les investissements que vous avez faits en termes de salaire, mais aussi en termes de prototype, en termes de temps, de management de projet. Donc il y a vraiment plusieurs moyens d'aller récupérer cet argent. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que votre entreprise, vu qu'ici on parle vraiment d'entrepreneurs peut-être qui débutent, votre entreprise ne doit pas spécialement dégager du revenu pour pouvoir obtenir ces crédits. Vous pouvez, même si vous êtes en perte, demander un retour de votre investissement à condition que, un, vous soyez incorporé, deux, vous ayez en principe soit des employés sur votre payroll, soit vous ayez fait affaire avec des sous-traitants, mais vous ayez des factures qui le prouvent, et puis que votre projet, puis ça c'est vraiment la clé de voûte, soit de la recherche et développement au sens de l'État. Ok, merci beaucoup pour la définition globale. Donc, ce que j'en comprends, c'est vraiment quand on est dans un contexte d'innovation, alors c'est là qu'on va peut-être devoir zoomer sur ce concept d'innovation-là, l'État en fait veut nous inciter à innover davantage en finançant une partie des salariés qui ont participé à ces efforts de recherche et développement et ou du matériel éventuellement qui a pu être utilisé dans ce contexte-là. Mais du coup, c'est quoi la définition de recherche et développement au sens du Canada ou comment ça marche exactement de demander ces crédits d'impôt également? Alors, c'est une très bonne question parce que c'est vraiment très important. La recherche et le développement ici, la définition va se baser sur 3 grands critères. Le premier et le plus important vraiment de tous, c'est l'incertitude technologique. Si je devais l'expliquer vraiment simplement, je vous dirais que lorsque vous avez un objectif donné, de préférable s'il est innovant, c'est encore mieux, mais comme je vous le disais, ça ne doit pas toujours être le cas. Je vais prendre un exemple plus concret. Mettons que vous voulez créer une plateforme logicielle. La plateforme existe déjà, le type de plateforme que vous voulez faire existe déjà, mais vous voulez simplement améliorer la vitesse. Vous allez devoir vraiment faire de nouvelles lignes de code, vous allez devoir développer de nouveaux procédés technologiques. Puis en général, ce qu'on cherche, c'est est-ce que pour arriver à votre objectif, est-ce que la technologie actuelle est suffisante? Et est-ce que vous êtes certain de pouvoir arriver à votre objectif? S'il y a une incertitude technologique, que vous avez aussi ce qu'on appelle un mur technologique, donc vous êtes face à une difficulté quelconque et puis ça va probablement ralentir votre projet, ça va vous prendre du temps pour faire de la recherche, pour valider vos hypothèses, eh bien là, dans ce cas-là, on est concrètement déjà dans une partie de recherche et développement parce qu'on est vraiment dans une hypothèse qu'on doit valider et puis il faut justement faire la démonstration que ça va fonctionner ou pas. Et à titre juste d'information aussi, c'est que même si votre projet ne s'achève pas d'un point de vue commercial, vous pouvez aussi réclamer vos crédits d'impôt. Donc il ne faut pas une validité ou des revenus suite à votre projet pour Donc, pouvoir demander ces crédits d'impôt. ce que je comprends, c'est qu'il faut chercher, mais il ne faut pas forcément trouver. Voilà, si on ne trouve pas, c'est pas encore trop grave, mais la chose qu'il faut aussi, un des autres critères, qui est en fait la démonstration de l'avancement technologique. Donc, il faut démontrer que vous avez cherché, puis que vous avez obtenu soit une solution à valider, mais en tout cas que vous avez bénéficié d'un nouveau savoir-faire technologique. Puis,
le dernier critère qui découle un petit peu de celui-là, en fait, c'est qu'il faut avoir aussi une rigueur dans la gestion de votre projet. Ça coule un peu de source aussi, c'est que lorsque vous faites une étude scientifique, vous voulez valider vos hypothèses, ben vous avez une structure à tenir en bon père de famille, et vous devez forcément produire des rapports, avoir des timesheets, démontrer comment votre projet s'est déroulé étape par étape, et puis c'est ce genre de document que vous devez démontrer et donner à l'administration. Oui, tout à fait. Puis d'ailleurs, de ce que j'ai pu constater, et puis Julien, toi, tu travailles chez Emergex, donc c'est justement une compagnie qui peut aider les entreprises au niveau de déclarer justement ces recherches et développements, puis de réclamer les crédits. Mais ce que j'ai vu beaucoup, c'est que les entreprises se font accompagner. Généralement, pour faire ces dépôts, on peut le faire soi-même, mais souvent, on peut se faire guider pour bien préparer son dossier, bien documenter ce qu'on a fait et donner les meilleures chances de récolter finalement ces crédits. Exactement. Bah, c'est sûr qu'en termes de documentation, on a affaire à beaucoup d'entrepreneurs différents, puis tout le monde n'est pas toujours très organisé, ce que je peux comprendre, parce que c'est pas non plus le corps, vous avez un core business, puis là on parle d'une procédure administrative. C'est sûr qu'il est très important de se documenter, non seulement pour l'administration, mais en vous documentant, ça vous permet aussi de garder vos propres informations. Si votre personnel tourne, si vous avez des problèmes, vous avez toujours vraiment je veux dire un backup sur votre projet aussi, donc c'est très très utile. Puis c'est sûr que nous, en tant que firme spécialisée là-dedans, on est capable de vous aider à structurer votre documentation. On va vous expliquer comment faire. On va essayer de mettre un processus en place parce que plus vous êtes bien documenté, plus vous êtes tôt dans le processus, plus efficace sera votre optimisation aussi. Moi-même, je suis fiscaliste et partisan du fait d'apprendre par soi-même. Mais c'est sûr que honnêtement, au Canada, en commençant ce type de processus, je vous dirais, allez quand même voir une firme spécialisée pour les premières années, pour vraiment bien comprendre le modus operandi. Puis, car après, si vous vous sentez libre de le faire, faites-le. Mais il nous est déjà arrivé d'avoir des exemples. Par exemple, une personne qui était venue me voir il y a quelques mois, qui avait réclamé, par exemple, pendant 10 ans, ses propres crédits d'impôt. Et puis, il a eu un contrôle. Il n'avait jamais eu de contrôle avant, puis il a été coupé totalement. Puis pour vous donner une idée de la masse qui réclamait, c'était à peu près 500 000 $, je pense, quelque chose comme ça. Et il était Bon, là, étonné, c'est sûr que ça fait peur. ça fait très très peur. Et il était étonné d'avoir été coupé. Et en fait, le problème n'est pas qu'il avait eu de contrôle. Enfin, le problème, c'est que il n'avait pas réalisé que parce qu'il ne s'était pas fait contrôler, ce qu'il avait fait jusqu'à présent était mauvais. Et donc, il pensait que comme jusqu'ici, pendant les 10 ans, il avait été accepté, tout était bon. Mais en vérité, c'est quand il se fait contrôler que là, il a compris que ce Que qu'il là, on était. le sait. Donc, en fait, Exactement. ce qu'on peut en comprendre, c'est qu'il y a vraiment une façon de présenter l'information auprès du gouvernement pour être sûr que tout ce qu'on présente est bien qualifié comme de la recherche et développement, rentre bien dans les critères, et des fois passer par des intermédiaires, ça permet d'avoir double check et puis d'être sûr qu'on se donne les meilleures chances non seulement d'être accepté, mais aussi d'avoir respecté les bonnes façons de présenter les bonnes procédures. Puis, est-ce Exact. qu'il y a d'autres… Pardon. non, pardon, j'allais juste rajouter, Julien, est-ce qu'il y a d'autres types de crédits d'impôt autres que la recherche et développement, ou même des subventions auxquelles sur lesquelles vous accompagnez vos entrepreneurs, ou que tu peux constater? Tout à fait. Juste si je peux me permettre, j'aimerais revenir sur la slide d'avant qui montre Oui. concrètement combien est-ce qu'on peut réclamer. Je pense que c'était le support. Bah voilà, combien est-ce qu'on peut réclamer. Donc comme vous le voyez, et puis très rapidement, quand vous avez des employés au sein de votre entreprise et que votre projet est admissible sur base des définitions que j'ai données, vous pouvez récupérer jusqu'à 60%, 74% pardon, du salaire brut de votre employé, à condition que ce temps soit bien passé sur le projet. Donc c'est vraiment proportionnel au projet. Vous pouvez récupérer aussi des sous-traitants, 38%. Et puis vous voyez, encore les autres taux sont vraiment très intéressants. Vous constatez qu'il y a deux colonnes, un taux max et un taux min. Le taux min, c'est vraiment en fait ce qui concerne lorsque vous avez une filiale d'une entreprise étrangère que vous venez installer au Canada et donc l'actionnariat majoritaire n'est pas canadien. Puis là, les taux sont divisés par deux. C'est vraiment très important à savoir aussi parce que ça change vraiment toute la donne. Puis, Effectivement. rapidement, en termes de délai, juste sachez que lorsque vous introduisez votre procédure, ça veut mettre au maximum 180 jours. En général, c'est moins, mais les 180 jours, c'est à partir du moment où vous avez un contrôle. Et puis comme c'est fédéral et provincial, vous allez avoir un contrôle fédéral et puis un contrôle provincial, mais très souvent, le provincial va se calquer sur le fédéral. Ok. Oui, donc il y a vraiment toute… c'est une des méthodes de financement, je pense, quand même les plus administratives, parce qu'on travaille directement avec le gouvernement. Ce n'est pas un intermédiaire bancaire ou un partenaire financier créancier, disons. C'est vraiment des processus administratifs. Donc, c'est d'où l'intérêt de bien s'y prendre, puis d'être peut-être accompagné pour la première fois. Tout à fait. Bah, juste pour revenir sur la question que tu me posais concernant la combinaison des subventions, il existe d'autres crédits d'impôt. Oui. Un des gros crédits d'impôt qui est bien connu, c'est celui aux affaires électroniques. Pour en parler juste rapidement, lorsque vous avez
votre business se fait vraiment via Internet, que vous avez des plateformes transactionnelles, que vous avez des systèmes de gestion qui vous rapportent des revenus et que vous avez un minimum de 6 employés, vous pouvez bénéficier d'un autre crédit d'impôt qui s'appelle les crédits d'impôt aux affaires électroniques, qui est tout à fait combinable avec la RSCDE. Comme je le disais, vous pouvez prendre uniquement la proportion du temps que vous faites en recherche et développement, mais vous pouvez compenser par les crédits d'impôt aux affaires électroniques. Les conditions qu'il faut bien retenir, c'est qu'il faut minimum 6 employés. Et comme vous le voyez, qu'il faut vraiment un processus commercial qui soit vraiment géré par des technologies. Puis là, donc, vous pouvez récupérer jusqu'à 30% du salaire total de l'employé, donc pas en proportion du temps qu'il a passé sur les projets. Et là, par contre, vous avez 24% qui seront remboursables en cash et 6% qui seront remboursables en crédit d'impôt en tant que tel. Donc, vous aurez une déduction d'impôt à la fin de votre exercice financier. Ok, donc à garder en tête qu'il y a, dépendamment de votre industrie, dépendamment de vos lignes d'affaires, de vos façons de générer des revenus, il y a différents programmes gouvernementaux qui peuvent venir réduire surtout la masse salariale finalement. Et c'est un retour qui se fait à la fin de l'exercice financier, fait que c'est un moyen de se financer, mais ce n'est pas forcément un moyen qui amène de la liquidité rapidement par contre. Tout à fait, mais par contre, comme Julian le disait, en fait, il est possible de se faire préfinancer. Lorsque vous avez introduit votre réclamation, vous pouvez récupérer, déjà faire soit affaire avec des banques, soit affaire avec des organismes privés, qui eux vont pouvoir, comme un crédit, vous avancer vraiment les sommes que vous avez réclamées. Souvent, ils vont demander de vérifier votre solvabilité, puis surtout qu'une firme professionnelle ait approuvé votre réclamation pour que votre dossier soit sûr. Mais vous pouvez tout à fait demander votre financement, puis en moins de 10 jours, vous pouvez déjà récupérer l'argent. Donc, c'est très, très efficace et très, très bien. Et combiné avec d'autres subventions, vous pouvez vraiment en retirer un maximum je veux dire, il y a un maximum d'efficacité. Hormis les crédits d'impôt aux affaires électroniques, vous avez beaucoup d'autres petites subventions que vous pouvez combiner. Mais une chose qui est très importante pour nous à savoir aussi, c'est est-ce que vous avez appliqué à des subventions, par exemple, pour la PCU? Est-ce que vous avez utilisé d'autres crédits d'impôt qui pourraient peut-être manger ce que vous allez chercher avec les crédits d'impôt. Puis en sachant tout ça, on peut optimiser d'une manière tout à fait excellente votre retour d'investissement avec plusieurs crédits d'impôt. Mais c'est très important de savoir est-ce que vous avez affaire avec d'autres optimisations, d'autres subventions pour qu'on puisse le prendre en compte. Ok, donc il faut le portrait global parce que des fois, certaines subventions en excluent d'autres ou certaines se combinent bien ensemble. Okay. Exactement. Et pour terminer, je dirais juste une dernière chose, c'est qu'il existe un site internet, vous pouvez taper ce qui s'appelle le concierge de l'innovation, qui vous permet de voir un petit peu tout ce qui existe en termes de subventions et de crédits d'impôt, tant au fédéral qu'au provincial. C'est un site fait sous forme de questions. Et au fur et à mesure que vous répondez, vous allez voir, vous aurez toutes les subventions qui vont apparaître en fait. Et donc vous aurez à chaque fois des références avec des personnes, des numéros de téléphone et des sites web où vous pouvez vous renseigner. Et ça vous permet aussi déjà d'avoir une très très bonne vue sur ce que vous pouvez utiliser en termes de subventions. Super, merci beaucoup Julien pour ton intervention. Puis justement, vos 3 interventions ont suscité quelques questions. Alors j'aimerais garder le petit 10 minutes qui nous reste pour amener ces questions-là. Une première question de Sabine qui nous demandait est-ce que le statut d'immigration peut avoir un impact sur la demande de financement avec des banques? Exemple, statut de travail temporaire ou statut même étudiant. Peut-être Juliane? Oui, ben, en fait, c'est sûr et certain que avec un statut final au Canada, ça c'est de base, c'est nécessaire. Oui, en fait, il faut voir exactement quel est votre statut parce que il y a un commitment en termes de temps qu'une banque va accorder à dire, ben, si je te fais un prêt sur 10 ans ou sur 15 ans et toi, ton statut, ben, il vacille, tu peux être ici pendant encore 2 années seulement, ben, moi, je fais quoi pour les 8 années qui restent? Donc, c'est certain que votre statut a un impact sur le financement et sur la volonté de la banque de faire le prêt. Tout à fait. Puis d'ailleurs, il y a certaines institutions financières ou programmes gouvernementaux pour lesquels il faut vraiment un statut en particulier de résident minimum ou citoyen. Mais oui, il y a parce qu'on veut, oui, c'est ça, parce qu'on veut en fait que les taxes que tous les citoyens québécois et canadiens payent soient dirigées vers des citoyens et des projets d'ici.
C'est Tout à aussi fait. simple que ça. C'est aussi simple que ça, exactement. Mais dépendamment des statuts, souvent un statut étudiant, ça va être vraiment plus difficile, mais un statut plus permanent avec un permis de travail ou en cours d'avoir sa résidence permanente, il peut y avoir certaines Oui, ouvertures, mais c'est sûr que oui, ça rajoute des embûches. Donc, pour répondre à la question, oui, ça transforme la façon de réfléchir le financement tout à fait, définitivement. tout à fait. Keno nous posait la question lorsqu'on fait un financement à notre client. Donc là, c'est plus pour Christine, je pense. Donc, on fait un financement nous-mêmes à notre client et on laisse l'option à notre client de payer par mois X nombre de versements pour payer une facture donnée. Est-ce qu'on peut quand même utiliser la facturage? Puis à ce moment-là, ben, la factureur va avoir déjà une entente de paiement multiple dans le cadre de récupérer finalement le paiement de la facture. Alors, effectivement, ce cas de figure peut marcher. Ce qui est très important à ce moment-là, c'est qu'on ne regarde pas trop, enfin, bien sûr, on regarde la facture puisque c'est l'actif qu'on va acheter, mais on achète le contrat aussi. C'est-à-dire que là, pour le coup, il faut vraiment transmettre le contrat commercial pour s'assurer que le dernier paiement ne remette pas en cause l'intégralité des paiements qui ont déjà été faits. Donc, D'accord. pourquoi pas? C'est sûr que c'est pas l'idéal, mais si le contrat est ferme et définitif et que c'est juste un amortissement, c'est quelque chose qui peut se regarder. D'accord, merci. Et puis, une question de Brice ou Bryce. Combien de temps est-ce que ça prend le processus pour obtenir les fonds lors d'une demande de crédit d'impôt? Donc, mettons que j'ai fait ma demande, on est en février, j'ai tous mes papiers, j'ai fait ma demande de crédit d'impôt. Combien de temps ça prend éventuellement pour avoir l'argent dans mon compte? Alors, comme je le disais tout à l'heure, ça met à peu près 6 mois. On peut aussi Ok. également se faire préfinancer. Mais la chose qu'il faut aussi savoir, c'est que la demande va se faire à la fin de votre exercice financier. Donc, lorsque votre exercice financier est terminé, puis vous devez le remettre à Revenu Au Québec, gouvernement, oui, au oui. gouvernement, eh bien là, c'est le bon moment. Enfin, c'est en général le moment pour le faire, mais vous pouvez aussi l'amender. Puis vous avez 18 mois pour aussi récupérer ce que vous avez fait. Donc, mettons, votre fin d'exercice se finit en décembre 2019, le 31 décembre. Vous aurez jusqu'en juin 2021 pour réclamer tout votre exercice et donc tous les projets et tout l'argent que vous avez investi pendant l'année 2019. Et vous pouvez même combiner ça avec l'année 2019, mais aussi l'année 2020 et tout réclamer en juin 2021. Ok, d'accord. Et puis une dernière petite question, est-ce que les compagnies qui accompagnent les entrepreneurs au niveau de la recherche de crédit d'impôt se financent à même le crédit d'impôt ou autrement? Alors généralement oui. Très souvent vous allez voir que dans le milieu, les compagnies ici, moi personnellement j'adore ce business model parce que justement ça permet de demander aucun frais d'avance à l'entrepreneur et puis ça permet de travailler main dans la main dans le sens où on est obligé d'aller réclamer le plus possible pour que tout le monde soit gagnant dans l'affaire. C'est certain qu'on va jamais les réclamer au-delà de ce qu'on doit, mais oui c'est un montant en pourcentage et le taux à peu près moyen je pense du marché est d'à peu près 15%, mais c'est uniquement à la réception des montants. Puis généralement avec ce business model là, lorsque vous n'obtenez pas votre argent, vous ne payez pas non plus la firme. Et puis, même si vous signez déjà avec, par exemple, avec chez nous, si vous signez déjà à l'avance pour travailler avec nous, même si votre réclamation a lieu dans 2 ans, ben vous bénéficiez déjà de nos services, en fait. Ok, ok. Donc c'est vraiment un partenariat. Un petit peu comme dans le cas de la facturage, d'ailleurs, le point commun que moi je peux voir entre les deux, même si c'est deux solutions complètement différentes, c'est ça rapproche beaucoup le créancier ou le partenaire vraiment de l'entrepreneur. Je trouve que c'est des solutions dans lesquelles on travaille vraiment en collaboration et il y a vraiment une prise de risque, mais un travail commun aussi, pas juste une prise de risque commune. Donc ça, je trouve ça intéressant aussi à garder en tête que parfois, les gens qui participent à votre financement ne sont pas que des gens très externes à votre modèle d'affaires, très externes à votre entreprise. Dans le cas de la facturage, on le voit, ça devient un travail d'équipe puisqu'à chaque fois que je facture, je peux collaborer avec ma banque et puis la banque va évaluer cette facture, va l'entrer ou non dans le programme d'affacturage. Puis même chose du côté crédit d'impôt, on travaille ensemble toute l'année pour à la fin de l'année demander ensemble un retour d'impôt. Puis même la firme est payée en fonction de ça. Donc ça, c'est bien intéressant. Tout à fait. Et si je peux me permettre, juste Coralie, c'est que le but, c'est que nous aussi, c'est d'accompagner les entreprises et puis on mise sur leur croissance. Donc c'est sûr qu'on va faire tout ce qu'on peut pour les aider et pour les informer du mieux possible de quelles sont leurs possibilités et même par exemple faire leur budget aussi. C'est une fois que tu Ok. as un peu compris combien de crédits d'impôt tu peux avoir, tu peux déjà budgétiser pour l'an prochain, puis on peut un peu diriger quel type de profil est-ce que tu peux engager par exemple, comment est-ce que tu peux vraiment améliorer ton optimisation.
Oui, ben, tout à fait. Merci beaucoup pour ce point aussi. Fait que je pense que ça fait le tour de nos questions pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour les interventions de Juliane, Christine et Julien. Je pense que parfois on a été un petit peu technique, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de rejoindre l'un des trois ou nous-mêmes chez Agoralliance pour creuser des questions plus spécifiques à vos entreprises en fonction de où vous en êtes, quel secteur d'activité dans quel secteur d'activité vous jouez finalement. Ça nous fera vraiment plaisir de répondre à vos questions de façon plus personnelle ou de reprendre certains points qu'on a vus aujourd'hui. Je pense que les leçons, c'est vraiment s'informer sur l'écosystème de financement, penser plus large que ce qu'on a l'habitude de penser, c'est-à-dire il n'y a pas que notre banque qui peut nous aider dans notre projet d'entreprise, ou pas que de la façon dont on a l'habitude, de bien se préparer, soit tout seul ou soit à travers des collaborateurs, des accompagnateurs ou des ressources externes pour être sûr d'avoir bien maîtrisé son modèle d'affaires, son modèle économique, d'avoir pensé à toutes les questions qu'on se fera poser, que ce soit par un gouvernement côté crédit d'impôt, que ce soit par une banque pour les différentes solutions bancaires. Et puis, de ne pas oublier de penser à mixer ces solutions-là de façon le plus intelligente possible pour optimiser. Par contre, parfois, certaines solutions en excluent d'autres. Donc là, de se faire accompagner, c'est là que ça devient intéressant pour avoir une vue d'ensemble et ne pas se couper de porte dans des contextes d'exportation. Je crois qu'on vient de perdre Coralie. On a perdu Coralie. Oui, dans un contexte d'exportation que disait Coralie, mais en fait, c'est juste... Vous m'aviez perdu. Oui, on t'a perdu. Oui. Voilà, t'es de retour. C'est bon. Mais je clôturais juste à dire, on a vu beaucoup de solutions aujourd'hui, mais il y en a encore beaucoup d'autres. Alors, ne pas hésiter à creuser et à vous faire accompagner pour être le plus créatif possible dans votre financement. Agoralliance, nous, on est l'incubateur des entrepreneurs venus d'ailleurs. On est là pour vous accompagner dans toutes les phases de votre entreprise. Donc, encore une fois, si vous avez des questions en lien avec le financement ou même votre projet d'affaires ou le modèle économique ou le déploiement opérationnel, ben, on est vraiment là pour vous accompagner. Alors, n'hésitez pas, soit en lien avec le sujet d'aujourd'hui, soit en lien avec différents volets de vos entreprises. Merci encore à tous les participants d'avoir été avec nous, puis merci surtout aux panélistes. Avec plaisir. Merci. Bonne journée Merci à tout le monde. Coralie. Merci, Bonjour à tout le monde. Au revoir. Au revoir.